Salut les maniacs du gros son qui tâche, bien le bonjour à vous, une petite vidéo, ça faisait longtemps, et je la consacre aux albums live, les grands disques live des années 70 et 80 sont légion. À la base c'était vraiment un événement important dans la carrière d'un groupe, que de sortir un album live, c'était un peu l'apogée d'une première ou seconde partie de carrière. Et en général, les versions live étaient bien supérieures pendant studio des titres proposés. Et c'est pour ça que les fans attendaient également les albums live avec impatience, parce que les groupes dans les années 70-80 ne maîtrisaient pas totalement les techniques d'enregistrement en studio et avaient tendance à proposer des versions inférieures à ce qu'on pouvait entendre ensuite en concert. Mais tout d'abord, quelques mots sur le disque qu'on entend. Il s'agit d'un groupe texan, ils nous viennent d'Austin. C'est le second album de Eternal Champion sur le label grec No Remorse. L'album s'appelle Ravening Iron, c'est du heavy metal épique, très influencé Manila Road. Et le chanteur est vraiment bon. Et je recommande ce disque, même si ça date, hein, c'est déjà sorti en 2020. Donc je vous recommande ce disque Eternal Champion Ravening Iron sur le label No Remorse. Les albums live, donc j'en ai déjà évoqué certains dans certaines vidéos précédentes, notamment le Motorhead, on va pas revenir là-dessus. Tout le monde se doit de posséder ce disque, No Sleep Till Hammersmith, sorti sur le label Bronze en 1981. Je ne sais pas si j'ai déjà évoqué le Tokyo Tapes de Scorpion, c'est toujours bon de le rappeler. Voilà, par exemple, c'est l'exemple parfait, voilà, de groupe qui proposait des versions live en tout point supérieures aux versions studio. Et avec Herman Rarbel qui remplace le belge Rudy Lenners à la batterie, c'est vraiment, il regrouve le groupe en fait, hein. Il y a du dynamisme, ça a la pêche, et donc du coup les versions live elles tuent. Tokyo Tapes de Scorpion en 1975, donc ça je ne l'ai pas évoqué, je vais revenir un peu plus longuement. Kiss 1975. Best-of des trois premiers albums Kiss, Hotter Than Hell, paru successivement en février et octobre 1974, et le troisième album Dress to Kill, paru en mars 1975. Suite à ces trois albums, le groupe se retrouve avec quelques difficultés financières, et la dernière solution, soi-disant la solution qui sauverait le groupe, c'est de sortir un album live qui coûte moins cher à réaliser qu'un album studio. Ils font appel à Eddie Kramer, le producteur de Hendrix, Led Zeppelin, Among the Living d'Anthrax, et il leur produit donc cet album live après s'être occupé des démos. Et c'est l'album qui va sauver Kiss de la banqueroute et son label Casablanca. Et ce disque-là va se vendre par palette entière, notamment aux États-Unis. Là, il s'agit d'une version Pâté Marconi, c'est la toute première version française qui avait été éditée à la va-vite pour la promotion du concert parisien en mai 76 à l'Olympia. Donc, Pâté Marconi avait sorti Destroyer et Alive, quelques centaines d'exemplaires, c'est un petit collector avec la pochette intérieure. Kiss. Raven en 1984, là c'est un album qui clôt une première partie de carrière de Raven. Là ils ont signé sur le label Atlantic, et pour se libérer de leur contrat avec Megaforce, ils sortent ce double album live qui est également un best-of des trois premiers albums du groupe Wiped Out, le premier Rock Until You Drop et bien sûr le très célèbre et fantastique All for One. Et donc ce double live est un best-of de ces trois albums. C'est, il me semble, enregistré sur la tournée avec Metallica, le fameux Kill 'Em All for One Tour. Et même si là, le son est un peu trop propre, ça reste quand même un pur album d'athletic rock comme seul Raven savait nous le proposer à l'époque.
Alors, une version japonaise, j'en profite pour vous dire, les disques sans hobby avec les pressages japonais perdent considérablement de leur valeur. C'est le cas de ce Priest in the East, le Unleashed in the East, rebaptisé pour le Japon Priest in the East Live in Japan, Judas Priest. C'est leur tournée japonaise de 1978 pour la promotion de l'album Killing Machine. Et bon, même si c'est un faux live, si tout a été refait en studio, et notamment les vocalises de Rob Halford, bah, ma foi, on s'en fout un peu, hein. On l'a toujours écouté comme ça. C'est pas maintenant, avec nos oreilles d'experts, qu'on va commencer à faire la fine bouche. Il y a un EP dessus, hein. C'est le petit EP bonus, 4 titres qui sont disponibles depuis dans les rééditions CD, mais qui à l'époque étaient uniquement disponibles sur ce pressage japonais. 1978, If You Want Blood, You've Got It, le premier album live longue durée de AC/DC, le seul et unique album live officiel, bon, avec le live from Atlantic Studios, mais on dira que c'est un semi-officiel parce que disponible sur le coffret Bandfire. Ça, c'est un live disponible dans toutes les bonnes crèmeries, comme on dirait, on pouvait dire dans les années 80. If You Want Blood, c'est un best-of jusqu'à l'album Power Age, des 5 premiers albums studio d'AC/DC. Si je sais compter, il y en a bien 5, High Voltage, TNT, Dirty Deeds, Standard Ship, Let There Be Rock et donc Power Age, ça va. Donc 10 titres, malheureusement, il aurait pu être double de ce live enregistré à Glasgow, à l'Apollo Theatre, là où a également été enregistré le live de Status Quo 2 ans auparavant. 1983, le chant du cygne de Thin Lizzy, Life, avec bien sûr la dernière face qui est mythique, avec la quasi-totalité des guitaristes ayant œuvré pour le groupe de Phil Lynott. Seulement que Snowy White à l'appel, mais Gary Moore, Brian Robertson sont là, Eric Bell également, et bien sûr le fidèle Scott Gorham et John Sykes qui sont là pour compléter le line-up, et donc un double album c'est le chant de cygne de Thin Lizzy. Malheureusement, on sait ce qui va se passer 2 ans après avec le décès de Phil Lynott. Mais c'est un magnifique album. J'aurais pu choisir le plus connu et plus culte aussi, Live and Dangerous, mais là, en fait, c'est les années 80, donc c'est vraiment une période que j'adore. Et il y a une superbe version de Renegade sur ce disque qui, à chaque fois, ça me donne le grand frisson. Un album de rock, oui, c'est pas du hard. On ne peut pas dire que ça soit du punk non plus, c'est du rock à la Ramones. It's Alive, enregistré le 31 décembre 1977 au Rainbow Theatre de Londres pour fêter la nouvelle année. Rien de tel qu'un concert des Ramones, et en plus avec le premier batteur, Tommy Ramone. It's Alive, donc là aussi c'est toujours un best-of, mais là encore une fois, les versions live sont 100 fois plus énergiques que les pendant studio. Et il n'y a que du bon sur ce disque live. Les Ramones, et ben voilà, rock à la Ramones, mais rock made in France. Alors là, j'adore aussi les Shérifs, fantastique groupe live. Si vous avez l'opportunité de les choper, n'hésitez pas, ils sont fantastiques. Le premier live, Les Deux Doigts dans la Prise, paru en 1992, et c'est vraiment un album de rock à la Ramones avec que des tubes également. Je pourrais citer J'aime jouer avec le feu ou encore Panic à Daytona Beach à coups de batte de baseball. C'est un best-of des Shérifs en live, 100 fois meilleur que les pendant studio. Saxon en 1982, au pic de leur popularité, l'album The Eagle Has Landed, leur premier album live. Pour le groupe de Biff Bifford à l'époque, accompagné de Graham Oliver à la guitare, le fidèle Paul Quinn, bon, même si maintenant c'est le guitariste de Diamond Head qui le remplace, Nigel Gockler à la batterie qui enregistre son premier album directement en live avec Saxon, et Steve Dawson, le Michel Blanc du métal. Un sans faute que cet album live, mention spéciale à 20,000 Feet. Et au final, Machine Gun et Fire in the Sky.
Là, c'est les prémices du speed trash, carrément. En 1982. Là, pas tapé. Iron Maiden a sorti en 1985 le fabuleux Live After Death qui a marqué toute une génération de hardos dont je fais partie, mais j'ai une préférence néanmoins pour l'album de 1982 enregistré à Hammersmith Odéon et logiquement intitulé Beast Over Hammersmith. C'est la première tournée anglaise de Bruce Dickinson au sein de Iron Maiden. Et il donne tout ce qu'il a, et franchement, c'est fantastique. Un album à posséder, avec la réédition du Number of the Beast paru en début d'année, il me semble. Ils ont édité ce double live qui était déjà disponible dans la box Eddie's Archive paru en 2002. Mais là, c'est la première sortie vinyle. Et donc, concert à l'Hammersmith Odéon, il me semble en mars 1982, l'album n'était pas encore sorti. Les kids anglais, les kids londoniens ne connaissaient que le single Run to the Hills Total Eclipse. Et la vidéo a été filmée et est disponible sur le DVD The Early Years et facilement sur YouTube. Vous pouvez aller mater quelques extraits, c'est absolument fabuleux. Le top du heavy metal en cette année 82, c'est ça et rien d'autre. Motorhead, c'était trop hard rock and roll, tout comme AC/DC. Accept, il cherchait encore. Et Judas Priest, oui, Judas Priest, mais il y a eu, c'est vrai, un côté rock and roll dans le métal du Priest qui fait que ce sont pas eux les rois du métal pour moi. C'était Iron Maiden, définitivement. Et ce Beast Over Hammersmith, on est la preuve. Voilà, ça fait 10 minutes, plus de 10 minutes que je parle. Je termine avec mes bonus. Ces 2 mini LP live enregistrés le même jour à quelques minutes d'intervalle au Dynamo Open Air Festival le 15 mai 1989. Je veux bien sûr parler de deux groupes de thrash américains. Tout d'abord Sacred Reich et ensuite Forbidden. 4 titres uniquement, 3 morceaux originaux plus une reprise de Judas Priest, Victims of Changes pour Forbidden, et une reprise de War Pigs de Black Sabbath pour Sacred Reich. Et je les mets ensemble parce qu'ils ont été enregistrés le même jour. Et comme je vous expliquais, là les versions live sont pas meilleures que les versions studio. C'est peut-être plus intense du côté de chez Sacred Reich, mais en studio ils se débrouillaient pas mal. Donc les versions live sont bien. Aussi bien que les versions studio, donc mais comme j'aime le trash, je voulais en parler un peu de ces deux albums, et ce sont deux groupes bien sûr que j'adore, Forbidden et Sacred Reich. Voilà les Maniacs, j'espère ne pas avoir été trop long. Je voulais vous remercier. Ces derniers temps, il y a eu un regain d'intérêt sur quelques-unes de mes vidéos, notamment celle consacrée à la fameuse décennie des années 90, qui pour moi a été une décennie quand même assez difficile. Ou encore l'ouverture du LP d'Iron Maiden enregistré à l'espace Ballard de Paris pour la tournée Power Slave. Ce sont deux vidéos qui ont eu pas mal de succès, donc je voulais vous remercier et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en parler sur MP ou sur mon profil Facebook Bruno Iron Alford. Et puis on en discute. Allez, à très vite les Maniacs, merci encore pour votre soutien. Ciao!